Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Élèves en difficulté. Le LIVREJE des aides spécialisées à l'école. Philippe Cormier, Dominique Duguay. Emmanuel Lesage, Gaël Pouille-Toutou, Christian Tillier. Élèves en difficulté. Le LIVREJE des aides spécialisées à l'école. Préface d'Yves de la Monneraye. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 639 7. EAN 9 782 296 136 397. Préface. Voici un livre comme on en trouve peu aujourd'hui sur la rééducation, ou l'aide spécialisée aux élèves en difficulté 1. Loin des modes qui, en matière de difficultés scolaires, constituent une certaine forme d'actualité politique à l'école, les auteurs témoignent de leur façon de faire, de leur manière d'être au travail au quotidien. Au-delà des polémiques, ils nous montrent comment ils élaborent une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière d'agir aussi pour être en mesure d'écouter ce que dit un enfant en difficulté pour peu qu'on lui laisse la parole. Car il ne suffit pas de donner la parole à un enfant, il faut aussi lui laisser le temps de découvrir les effets de sa propre parole, notamment dans son rapport à l'adulte. L'intérêt majeur à mes yeux du présent ouvrage est de présenter le travail d'un trio, enfant, rééducateur, formateur, qui nous permet de comprendre comment le processus qu'est l'aventure rééducative permet à cet enfant de changer son rapport au monde et de devenir ou redevenir disponible au fait d'apprendre. Beaucoup de documents, textes, articles, ouvrages, nous montrent comment un enfant travaille en rééducation et nous indiquent comment se situe le rééducateur. On a beaucoup moins l'occasion de voir un formateur au travail, avec des rééducateurs. C'est le mérite de cet ouvrage de nous montrer comment le formateur peut aider le rééducateur à construire sa pratique d'écoute par un travail de théorisation, travail conçu comme exigence d'explicitation théorique de ses fondements. Ce qui fait la richesse de ce livre écrit à plusieurs voix est la mise en relation de ces trois postures, de ces trois positions qui se croisent symboliquement pour que se révèle la parole d'un enfant. Les deux premières, celle du formateur, celle du rééducateur, viennent s'articuler afin de rendre possible la troisième, celle de l'enfant qui se transforme. On se représente trop souvent la rééducation comme une aventure à deux. Le rééducateur et l'enfant. C'est s'en tenir aux apparences et oublier qu'entre ce rééducateur et cet enfant, il y a toujours le tiers absent auquel le rééducateur est symboliquement articulé par une théorie et des valeurs communes. La condition pour que l'enfant puisse accéder à ce qu'on appelle la triangulation est que le rééducateur à qui il s'adresse soit lui-même dans une relation triangulaire et s'y sente bien. Pour qu'il y ait parole, il faut qu'il y ait écoute et si le rôle du rééducateur est de permettre à l'enfant en souffrance à l'école de passer par la parole, celui du formateur est de permettre au rééducateur, par la parole aussi, de devenir et redevenir disponible à l'écoute de l'enfant. Or il n'est pas simple d'écouter, et la tâche de la formation initiale est d'en poser les fondations. Mais cela ne suffit pas. Écouter un enfant en difficulté alors qu'il s'essaie à la parole mais n'arrive pas à parler est toujours une épreuve. On a beau savoir écouter, on n'échappe pas au moment difficile où l'enfant nous prend dans son dire. On ne se maintient pas dans l'écoute de façon continue, on va, on vient, on est distrait, on se retrouve. On se sent pris et parfois égaré, dans les méandres de la parole de l'enfant. Alors on se fait écouter, on parle à son tour à un tiers, à des tiers et on redevient disponible. Pour le formateur la tâche est difficile, car s'il enseigne au départ les conditions et les modalités d'une certaine écoute, il est confronté en retour à une écoute envahie par le problème d'un enfant. La tentation est grande alors d'y voir une défaillance, alors qu'il s'agit des effets transférentiels non seulement inévitables mais nécessaires d'une écoute impliquée. Le travail est alors pour lui d'écouter à son tour, et non de redire, de répéter la théorie qu'il a enseignée et qui aurait valeur de vérité.
Il s'agit d'arriver à tenir la place de tiers vis-à-vis du rééducateur, qui a lui-même été délogé de cette place par la façon d'être et de faire de l'enfant. Autrement dit, le travail du formateur se modifie. Si lors d'une formation initiale, on peut ouvrir à quelqu'un la voie de la disponibilité à l'écoute de l'enfant, l'aider à redevenir disponible lorsqu'il vous parle de sa pratique relève d'une autre démarche. Le formateur devient alors d'abord le tiers qui lui donne l'assurance d'être dans une structure triangulaire, ce qui lui permet de se détacher de l'emprise de l'enfant qui l'écoute. Telle est la fonction des groupes d'analyse de la pratique professionnelle, où l'on s'essaie tour à tour à parler de sa pratique et à écouter la parole des autres. Il ne s'agit pas alors que l'on se dise mutuellement ce qu'il convenait de faire, encore moins ce que l'on aurait dû faire. Grâce à l'écoute des autres, à leur réaction, chacun doit y être assuré qu'en parlant de sa pratique il n'est pas seul avec l'enfant dans l'aventure rééducative. Ce qui compte dans de tels groupes, c'est le lien symbolique établi entre ceux qui analysent leur pratique et non les réponses éventuelles données dans la réalité, car il s'agit de dire, d'accueillir ce qui a été fait, énoncé ou vécu comme une construction à deux dont il s'agit de comprendre la genèse et ce qu'elle donne à entendre d'une parole de l'enfant qui se cherche. Nous ne sommes plus ici dans un processus de formation, mais dans un dispositif nécessaire aux professionnels confrontés à la difficulté spécifique du rapport humain qui, loin d'être une communication qui réussit quand on en connaît les règles, ne va pas sans ratage. N'oublions pas que cette complexité a aussi tout son intérêt, dans la mesure où chacun y trouve la condition de sa liberté. Un rééducateur parle de ce qu'il vit dans le cours d'une rééducation avec un enfant. Il se soumet donc à l'exercice de parler de ce qu'il fait et d'être écouté sur ce qu'il en dit. C'est cette structure de travail et d'échange qui va lui permettre de s'autoriser dans ses manières de faire pour continuer à écouter l'enfant, et plutôt que de le comprendre ou de comprendre son problème, d'arriver à entendre ce qu'il cessait à lui dire, ce qu'il cessait à symboliser. Par exemple, vaut-il mieux appliquer la règle, tenir le cadre, ne rien dire ou suivre l'intuition qui s'empare de nous à un moment donné dans notre écoute? Même si l'on sait ce qu'on doit faire en théorie, comment accueillir ce surgissement de notre inconscient dans la problématique en cours? Nous avons tous été confrontés à des questions de ce genre, à ces moments où il nous fallait décider au risque de nous tromper, d'accueillir ce qui advenait de façon impromptue. Car l'enfant agit quand il n'arrive pas à parler, et l'on aurait tort de prendre pour un passage à l'acte ou une transgression ce qui est bien souvent un acte à valeur symbolique. Là encore, la question est d'arriver à l'entendre plutôt que de comprendre la situation en fonction de nos repères habituels. Innombrables sont les situations où l'enfant confronte le rééducateur à la question du cadre. Les enfants dont il est question dans cet ouvrage ne s'en privent pas, et les auteurs insistent sur la nécessité pour le rééducateur de savoir tenir le cadre. L'important, me semble-t-il, est qu'il s'agit de maintenir le cadre symbolique de la rééducation malgré les coups de boutoir de l'enfant, qu'ils prennent la forme de transgression ou consistent en d'autres tentatives de déstabilisation. Maintenir le cadre de la rééducation signifie que ce qui se présente sous la forme d'acte de l'enfant n'est pas pris à la lettre dans la réalité, mais est entendu comme une tentative ratée d'accéder à la fonction symbolique de la loi. Si le rééducateur prend cette tentative pour une simple transgression, il réagit inévitablement en éducateur et se déplace lui-même dans la réalité avec l'enfant sans s'apercevoir qu'il sort de la scène rééducative. L'enfant et le rééducateur sont captés transférentiellement l'un et l'autre, dans une répétition de quelque chose qui n'arrive pas à se symboliser. En fait, l'enfant cherche à s'assurer de la façon dont le rééducateur se tient lui-même dans le cadre qu'il impose, et à vérifier s'il est tenu par ce dont il est le garant. Mais cela se joue évidemment dans le transfert, c'est-à-dire dans le cadre de la problématique nouée de l'enfant. Et puisqu'on est en rééducation, les choses devront pouvoir se jouer, s'exprimer, se symboliser et non plus se réaliser, c'est-à-dire entrer dans la réalité d'une soumission que l'on imposerait ou au contraire d'une révolte que l'on contiendrait. C'est dans la mesure où l'enfant découvre qu'après avoir plus ou moins déstabilisé son rééducateur, après l'avoir peut-être même entraîné dans sa réalité, il le retrouve sur la scène rééducative, à l'écoute, et garantissant que ce qui n'a pas pu se jouer mais s'est agi va pouvoir et devoir se rejouer pour enfin se symboliser. C'est dans cette mesure qu'il peut continuer son travail de transformation intérieure.
De surcroît, l'enfant ne se contente pas d'agir lui-même, il fait agir ses protagonistes adultes qui la plupart du temps n'en prennent pas conscience. C'est tout particulièrement le cas de ce. Il est bon ici de nous rappeler qu'avant d'être cet enfant en rééducation, cet élève en souffrance est le fils ou la fille de quelqu'un d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire pour un rééducateur, sinon qu'il lui faut prêter attention à la manière dont l'enfant va introduire la question de ses parents dans le processus rééducatif. S'il n'arrive pas à trouver la forme d'expression libératrice qui lui est nécessaire dans le cadre des séances, c'est tout bonnement dans la réalité qu'il va les amener au rééducateur. Les formes employées par lui sont multiples. Il peut lui-même solliciter la rencontre comme on peut en voir un exemple dans cet ouvrage, mais plus généralement il mobilise chez ses parents l'envie de rencontrer le rééducateur ou chez le rééducateur celle de rencontrer ses parents. Le risque est alors pour le rééducateur de ne pas entendre ce dont il est question, et de déplacer son écoute de la scène rééducative vers la situation réelle. Pris lui-même dans la réalité, il risque de prendre à la lettre ce que disent ou manifestent les parents, ce qui parasitera ensuite l'écoute de ce que dit l'enfant en séance. Ce qu'il y a à entendre est que l'enfant convoque inconsciemment, si j'ose dire, les adultes dans la réalité, pour voir comment ils se comportent sur le plan symbolique. C'est le cas du rééducateur. Comment les reçoit-il tels qu'ils sont eux, ses parents réels ? Nous ne sommes pas ici dans le registre de l'institution rééducative préalable, celui de l'autorisation parentale, etc. mais dans la création d'une sorte de compromis transitionnel que l'enfant met en place dans un espace mi-symbolique mi-réel pour s'assurer que ce qu'il est en train de découvrir en séance de rééducation tient encore quand il fait se rencontrer les adultes dans la réalité. Lui, le fils ou la fille de ses parents, est-il bien traité comme tel lorsqu'il rencontre son rééducateur ? Le piège inconsciemment tendu par l'enfant au rééducateur est de provoquer chez ce dernier l'intérêt pour la réalité de la situation ainsi créée. Signe de l'enfermement transférentiel. Autrement dit, parce qu'on est dans la réalité, on écoute peut-être, mais on n'entend pas. On n'entend pas l'effort de symbolisation que ses parents entreprennent en venant parler. Je parle de piège, car il s'agit d'un moment périlleux pour la suite du travail de rééducation lui-même. C'est de l'écoute du rééducateur qu'il dépend que leurs paroles les aident à se détacher de ce dont ils sont venus parler ou au contraire qu'ils sortent renforcés dans leurs difficultés comprises alors comme leur réalité. Au fond, ce que nous apprennent les enfants quand on les écoute, c'est la difficulté et la souffrance de la séparation auxquelles ils sont inévitablement confrontés à l'école s'ils n'ont pu dénouer la question auparavant. L'école, parce qu'elle les projette dans la société régie par la loi symbolique à laquelle ils n'ont pas accédé, les y soumet néanmoins et les met en difficulté. L'intérêt de ce qu'on appelle la rééducation à l'école est de ne pas les laisser en souffrance tels des objets, mais de leur permettre de trouver un destinataire qui aille les chercher là où ils en sont dans leur histoire. Il s'agit de donner la possibilité à l'enfant de parcourir à son propre rythme le trajet symbolique dont procède sa construction personnelle de sujet, et de suivre pour ce faire les chemins de traverse qui lui sont propres. Il peut alors se rendre disponible sans danger à ce qu'on lui propose, les apprentissages. Il faut savoir gré aux auteurs de cet ouvrage de nous exposer la façon dont ils essaient au quotidien de mettre en place une forme d'écoute spécifique, pertinente et efficace pour des élèves en difficulté à l'école. Pour faire écho à leur invite introductive, je proposerai au lecteur, sous forme de boutade, de se garder d'être le seul héros de sa lecture et de ne pas oublier le sous-titre du livre. Ce sont les enfants en difficulté qui en sont les héros. Mais pour rencontrer ces héros, quelle que soit la page par laquelle on décide d'entrer dans le livre, il nous faut rencontrer les auteurs et prendre le temps de la rencontre. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une lecture facile, encore moins d'une lecture ludique. Ou alors il faut concevoir ce ludique comme l'enfant conçoit le jeu, comme une activité essentielle qui permet de s'apprivoiser avec ses affects, ses découvertes, ses angoisses, etc. Et si un jeu ne suffit pas, eh bien il rejoue jusqu'à ce que la fonction symbolique du jeu ait produit son effet. Les auteurs, par le travail qu'ils mettent à notre disposition, nous invitent à ce que j'appellerais une lecture travailleuse, c'est-à-dire une lecture qui nous travaille. Il me semble que le danger est toujours celui d'une lecture dogmatique dont on est le héros en ce sens qu'on juge le contenu de l'extérieur, en restant campé sur ses positions et convictions. J'invite, quant à moi,
à une lecture impliquée, comme l'est l'écoute impliquée de chacun dans un groupe d'analyse de la pratique professionnelle. Lecture accueillante donc, avant d'être critique. Cet ouvrage se présente de bout en bout, disent en substance les auteurs, comme une interprétation, jusque dans la manière de restituer les faits. L'important pour nous lecteurs est de repérer comment cette interprétation se construit, à quelles questions elle répond, quelles pistes elle ouvre, quels obstacles elle rencontre, quelles hypothèses elle conforte, quelles questions elle laisse ouvertes, etc. Mais en quoi surtout elle vient mettre en question certaines de nos certitudes, de nos convictions, mais aussi en conforter d'autres, nous rassurer sur certaines intuitions. Pour tout dire, l'important est que cette lecture soit l'occasion d'une rencontre qui nous fasse travailler. Yves de la Monneraie. Je ne voudrais ici affoler personne en commençant par un crime de lèse-majesté institutionnelle, en touchant aux frontières entre rééducateurs et maîtres chargés des aides dites à dominante pédagogique, mais il me semble que l'histoire de Sophie et Clémentine, par exemple, montre que les enfants s'arrangent fort bien de la manière de cadrer de l'adulte pour le faire évoluer dans le sens qu'ils veulent, ici en sollicitant du maître l'écoute que l'on peut attendre d'un rééducateur. Alors qu'on s'impose un cadre pour se repérer soi-même dans son travail, il suffit de laisser l'enfant tracer son chemin et d'accepter de le suivre sans identifier intégralement le trajet par lequel il nous mène, voie principale et chemin de traverse. J'aime bien cette anecdote que rapporte Lin Yutang dans L'importance de vivre, titre qui à lui seul mérite d'être objet de méditation pour un rééducateur, à propos du poète chinois Tao Yuanming, 365 à 427, qui vivant pauvrement lui-même se reprochait dans une lettre à ses fils de les laisser si pauvrement vêtus et travailler comme des laboureurs. Lorsqu'ils s'absentaient, il s'arrangeait pour leur envoyer un jeune paysan les aider à transporter et ramasser du bois et leur disait « Traitez-le bien car il est aussi le fils de quelqu'un, aide. » Correa, Paris, 1948, page 127, réédité en poche par Philippe Piquier en 2004. Avant-propos. Jamais l'opinion publique n'a autant entendu parler des RASAID, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, que depuis qu'il est question de les faire disparaître. Comme à l'occasion d'une maladie ou d'un accident, c'est quand ça fait mal qu'on s'aperçoit qu'un membre ou un organe existe. L'entreprise de destruction ou d'affaiblissement des aides spécialisées représente une erreur et une faute, et cela quelle que soit l'école que l'on appelle de ses vœux, sauf à envisager la disparition pure et simple de la notion de service public, et même quelles que soient les évolutions des aides spécialisées que l'on puisse trouver souhaitables. Plus que jamais par conséquent il nous semble nécessaire de faire comme si, en tout état de cause, ces aides devaient avoir un avenir, tout simplement parce que l'institution scolaire ne saurait s'en passer sans voir son mal s'aggraver de façon dramatique. Ce qui apparaît plus que jamais comme une évidence, pour ceux qui ont appris à la reconnaître, car rien n'est jamais évident en soi, c'est que les élèves en grande difficulté, sauf à être rejetés dans les ténèbres extérieures, ont besoin d'être aidés et accompagnés en respectant quelques principes essentiels et fondamentaux. Un élève qui ne trouve pas sa place ou ne réussit pas en classe a besoin d'être pris à part et écouté par un tiers dans l'école, pour que puisse être travaillé avec lui, ce qui ne va pas, soit individuellement, soit dans un groupe, toujours dans des conditions adaptées à sa problématique. Un enseignant ordinaire a besoin lui aussi d'être écouté, et de pouvoir analyser ce qui ne va pas avec un tiers spécialiste de la difficulté scolaire dans ses différentes dimensions, lequel spécialiste doit être disponible pour cette tâche et occuper dans l'institution une place spécifique à cet effet. Les parents d'enfants rencontrant de graves difficultés à l'école ne doivent pas être immédiatement renvoyés à des instances extérieures, médicales ou non, par ailleurs surchargés de demandes, mais dans un premier temps doivent pouvoir rencontrer dans l'école des tiers spécialistes de la relation d'aide, qui puissent les aider à accent aigu articuler leur rapport à l'école, aux enseignants et à leurs propres enfants en tant qu'élèves. Aussi, quelles que soient les formes qu'elles puissent prendre, l'école a besoin de l'apport d'aide spécialisée spécifique et du travail de triangulation qu'elle comporte. L'approche spécialisée ne saurait être réservée au seul handicap. On le comprend dans le domaine de la médecine, il en va de même dans le domaine de l'éducation. En conséquence, les pages qui suivent veulent conserver et transmettre l'idée que les aides spécialisées sont inhérentes à un système scolaire civilisé. Si conjoncturellement, elles venaient à disparaître alors qu'elles sont déjà cruellement insuffisantes,
La postérité qui aurait à les réinventer trouverait ici, comme en quelques autres endroits, de quoi ranimer la flamme, autrement dit l'esprit et les aspects essentiels de la démarche d'aide. L'importance de quelque chose comme une dimension clinique spécifiquement scolaire, s'adressant à l'élève comme sujet et non pas comme objet de la démarche d'aide qui lui est proposée. Introduction. À qui s'adresse cet ouvrage tricoté à plusieurs mains ? En premier lieu aux professionnels de l'aide spécialisée à l'école, à ceux qui exercent le plus souvent ou qui seront amenés à exercer, dans un petit dispositif mal connu et mal reconnu, le RASAID ou réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Celui-ci couvre un secteur d'intervention au sein d'une circonscription administrée par un inspecteur, et comprend normalement 3 catégories de personnel. Un psychologue scolaire, un enseignant spécialisé qu'il est d'usage courant d'appeler rééducateur et qui est aux yeux de l'institution un maître spécialisé, chargé des aides à dominante rééducative ou maître G, et enfin un maître spécialisé chargé des aides à dominante pédagogique ou maître E3. Ensuite tout simplement à ceux qui désirent comprendre ce que cache au juste la phrase précédente. En particulier à ceux qui sont amenés à collaborer avec un réseau, sans que ses usages et pratiques leur soient bien clairs et compréhensibles. Enfin à ceux, dans l'école et hors l'école, qui sont soucieux du sort des élèves qui ne réussissent pas tout seuls, dans les conditions ordinaires de leur scolarité. Ce livre s'adresse donc à ceux qui veulent comprendre pourquoi et comment la réussite ne va pas de soi, et comment il est possible d'aider les élèves en grande difficulté, ce qui ne va pas sans une réflexion critique sur les conditions de la réussite, non seulement du côté de l'élève mais aussi du côté de l'acte d'enseigner, dans sa double dimension pédagogique et didactique, et enfin du côté de l'institution scolaire qui aurait plus que jamais besoin de procéder à des remises en question sans doute radicales, si elle voulait contribuer un peu moins qu'elle ne le fait à la fabrication de l'échec scolaire. Pour paraphraser le titre de l'ouvrage bien connu de Philippe Pernoud IV. Cependant, les pages qui suivent n'ont pas la prétention de dire comment il faudrait réformer l'école pour faire miraculeusement disparaître l'échec scolaire, mais bien plutôt de montrer ce qui peut se faire à la marge, discrètement, et qui se fait, pour aider certains élèves à surmonter leurs difficultés et à éviter ainsi de sombrer dans un échec qui risque fort de n'être pas que scolaire. Montrer ce qui se fait ici et maintenant, dans et à partir de la réalité, sans prétendre la changer au préalable. Les aides spécialisées à l'école ne représentent pas une pratique avant-gardiste donneuse de leçons, mais une démarche plutôt modeste, voire humble, qui requiert le plus grand respect des personnes telles qu'elles sont, élèves, parents, enseignants chargés de classe, qui font ce qu'elles peuvent, à partir de ce qu'elles sont et de la représentation qu'elles se sont construites de la réalité, en l'occurrence des élèves et des apprentissages, dans leurs conditions effectives d'existence et d'activité. Nous ne parlerons donc que très peu d'échecs scolaires mais d'élèves en grande difficulté. Difficulté au pluriel pour en dénoter la complexité non réductible à un traitement ou à une remédiation simple et univoque, de nature simplement pédagogique. Les auteurs se sont mis d'accord pour à la fois montrer et expliquer en quoi consistent ces aides, en particulier rééducatives, qui passent fréquemment pour ésotériques et en rendent plus d'un sceptique voire hostile, y compris dans l'administration de l'éducation nationale elle-même. Ce qui passe pour dépourvu de transparence, montrons-le, décrivons-le concrètement en donnant des exemples. Ce qui passe pour incompréhensible mais aussi inefficace, expliquons-le pour en montrer la pertinence et l'efficacité. Ce qui apparaît comme une originalité et même une bizarrerie française, montrons à l'Europe qu'elle gagnerait à s'en inspirer pour aider un grand nombre d'élèves à s'en sortir. À l'heure où nous écrivons, l'avenir des réseaux d'aide et des pratiques spécialisées dans leur forme actuelle est on ne peut plus incertain. Or quels que soient les changements à venir, nous voudrions ici, à partir de descriptions à caractère clinique 5 et de l'analyse au plus près de la pratique professionnelle, permettre de discerner l'essentiel de l'accessoire, car si les cadres et dispositifs institués passent, les difficultés rencontrées par les élèves demeurent et requièrent des démarches d'aide dont nous voudrions mettre en évidence les invariants et les constantes, au-delà des contingences institutionnelles. Le livre va donc entrecroiser différents registres de discours. Des situations vécues, in extenso ou simples instantanées, pour faire saisir le concret de la démarche d'aide mais aussi la nature des difficultés des élèves, telles qu'elles justifient l'indication d'une telle démarche. C'est en particulier en décrivant et en analysant de bout en bout des exemples réels,
aboutis ou non, que nous pourrons les faire parler et les rendre parlants et ainsi montrer ce qui se cache dans les symptômes scolaires et donne sens à la banalité de l'inattention, de la passivité ou de l'agitation, de tout ce qui empêche d'apprendre et de trouver sa place dans la classe et à l'école, et qui finit par mettre tout le monde en souffrance, l'élève, mais aussi ses parents et son maître. Au fond, c'est la souffrance scolaire que l'aide spécialisée, en particulier rééducative, apprend à entendre et pour cela, à écouter, car on n'entend bien que ce qu'on écoute. Comme en contrepoint, l'analyse des pratiques, des réponses, réactions, positionnement des professionnels montrera comment le maître spécialisé a besoin de veiller à sa place, sa posture, ses paroles, ses gestes, sa démarche, s'il veut assumer aussi pleinement que possible la relation d'aide qu'il établit avec un ou des élèves, mais aussi avec les partenaires impliqués dans le dispositif, les maîtres et les parents. Il importe en effet que celui qui fait profession d'aider, qui n'est pas un être infaillible, ne se retrouve pas pris dans le nœud de difficulté qu'il va aider à desserrer, mais tienne de manière stable une position de tiers par rapport aux autres protagonistes. La question de la place que chacun occupe est décisive dans les pratiques d'aide. Or, si tenir sa place ne va jamais de soi, la place spécifique du maître spécialisé exige qu'il tienne la sienne d'une manière distinctive, ce qui implique un continuel travail sur soi, à la croisée du personnel et du professionnel. D'où l'utilité de groupes de parole se réunissant régulièrement dans le cadre de la formation continue et permettant analyse de pratique, reprise de posture, de position ou réaction personnelle dans l'exercice de ses fonctions 6. Enfin, comme toute pratique construite et faisant appel à un étayage théorique, à l'instar des pratiques sociales dans leur ensemble, les pratiques d'aide spécialisée requièrent un travail de théorisation, une épistémé, autrement dit une exigence d'explicitation théorique de ses fondements. En réalité, comme toute pratique de ce genre, elle ne cesse de naviguer entre l'expérience et la théorie, ce qui donne lieu à un processus continu d'élaboration à la fois de modèles pratiques et de leur fondation. La fondation théorique est un processus sans fin qui ne cesse jamais de s'auto-expliciter, de se réviser, de se valider. C'est ainsi que le bricolage se change progressivement en une pratique élaborée et identifiable, avec son aspect inévitablement savant. De ce point de vue, la présente contribution se veut une pierre supplémentaire à l'édifice qui trouve son origine dans l'introduction de la psychologie clinique et de la psychanalyse, mais aussi de la philosophie du sujet, dans la sphère de l'éducation, à l'heure où l'instrumentalisation de l'homme menace, une fois de plus, sous couvert de science et de technique. Comment tricoter tous ces brins de différentes couleurs ? C'est le principe du livre-jeu dont vous êtes le héros qui nous a mis sur la piste. Le lecteur ne sera pas invité à une lecture sagement linéaire mais à une lecture en réseau, à une circulation libre ou aléatoire entre des développements ou des éléments de développement se renvoyant les uns aux autres de manière multiple et labyrinthique. L'important est que le lecteur s'y perde avec plaisir, le plaisir qui donne envie de poursuivre et d'y revenir, en comprenant que l'on n'a jamais rien compris une fois pour toutes, que l'on ne saura jamais rien que l'on pourrait un jour se contenter de réciter et d'appliquer, cela c'est la calamité de la conception scolaire frénéudiscolastique du savoir. Dans ce qui précède, le lecteur aura remarqué qu'il n'a pas été d'emblée question de mécanismes de compréhension, de mémorisation, bref, d'apprentissage, qui font l'objet des approches cognitivistes. Loin de les mépriser, il s'agit pour nous de les resituer dans une perspective qui n'est rien d'autre que celle du sujet vivant et singulier. Autrement dit, un élève en grande difficulté n'est pas d'abord des mécanismes qui dysfonctionnent et sur lesquels nous pourrions intervenir. Il est d'abord quelqu'un, une personne en difficulté voire en souffrance qui vit, ressent en personne, comme un sujet s'éprouvant lui-même, avec ses incapacités y compris cognitives, ses inhibitions, ses peurs, ses pannes, son instabilité, son indisponibilité, son découragement, ses refus, sa rage, sa résignation, sa passivité, sa dépendance. Dans cette perspective, il est illusoire de penser que l'on puisse apporter du dehors un quelconque remède technique, mécanique, tant que l'on n'est pas allé à la rencontre de quelqu'un de subjectif, avec son intelligence et ses affects, et que l'on n'a pas compris que seul le sujet peut s'aider soi-même, avec un étayage et des médiations dont nous nous efforcerons de cerner la nature, au sens où ce ne sont jamais seulement des mécanismes qui sont en cause, mais le rapport d'un sujet à ce qui ne va pas en lui. Le problème est donc d'aider un sujet à changer intérieurement son rapport à ce qui fait difficulté pour lui,
à être l'auteur de ce changement, lequel va exiger, non seulement un changement de rapport à une difficulté proprement scolaire, lecture, écriture, calcul, et par conséquent à toutes les opérations cognitives y afférentes, mais un changement de rapport à tout ce qui de son monde personnel, y compris privé, a contribué et contribue à la fabrication des difficultés scolaires, lesquelles n'existent pas dans un monde à part et en soi, un monde cognitif séparé qui pourrait être traité pour lui-même en faisant abstraction du sujet, de ce sujet-ci singulier et de nul autre. Un tel changement ne saurait s'effectuer sans une mise en mouvement interne, subjective, œuvre du sujet lui-même, que l'aide ne pourra soutenir qu'en créant les conditions de restauration d'un désir. Désir de changement, désir d'apprendre, désir de réussir, car sans désir, comment y croire? Autre manière de dire les choses. Les difficultés scolaires, y compris lorsqu'elles concrétisent des difficultés cognitives, non seulement ont une structure, une forme de fonctionnement, sur laquelle il est tentant d'intervenir sur un mode instrumental, au risque d'instrumentaliser la difficulté et le sujet lui-même, mais elles ont aussi une genèse au sein d'une histoire, celle du sujet inscrit dans un monde propre. La temporalité du sujet sera donc une dimension incontournable à prendre en considération, non seulement intellectuellement ou en théorie, mais pratiquement et pour ainsi dire cliniquement, au sens où il sera indispensable de laisser au sujet son temps propre pour déconstruire ce qui doit l'être et reconstruire ce qui peut l'être. De ce point de vue, l'aide sera en premier lieu un dispositif temporel d'auto-reconstruction accompagné. Donc d'auto-exploration des difficultés, en autant. Remarque ô combien importante dans une culture qui nous a appris qu'apprendre devait faire souffrir, qu'il faut commencer par éviter d'appuyer précipitamment là où ça fait mal, ce qui reviendrait à renforcer les inhibitions, y compris cognitives, que le sujet a mises en place pour se protéger. Seul celui qui réussit suffisamment bien accepte de souffrir jusqu'à un certain point pour apprendre, car la gratification est en vue, comme pour le marcheur en montagne. Il est bien évident en effet que toute activité demande un effort, une dépense d'énergie, encore faut-il que celle-ci ne soit pas vécue comme désespérante. Or, c'est ce qui se passe dans toute situation de trop grande difficulté. La dimension de souffrance subjective, et cliniquement parlant, psychique, doit donc être impérativement prise en compte comme un incontournable, de sorte que tout dispositif d'aide devra d'abord construire de la confiance, de la sécurité émotionnelle, un apprivoisement mutuel, et pour cela une relation. Il n'y a pas d'aide qui ne soit d'abord une relation d'aide. Alors seulement l'enfant pourra se sentir autorisé à un certain remaniement de son monde intérieur, à la croisée d'éléments de culture, d'opérations cognitives, de rapports symboliques et d'affects ancrés dans un tissu relationnel. Sur cette base et sur cette base seulement, la problématique de chaque enfant-élève pourra conduire vers des chemins plutôt à dominante pédagogique, ou plutôt à dominante rééducative. Mais il se pourrait bien que ce soit l'enfant lui-même qui, en tant que sujet, sache le mieux d'un savoir, certes inconscient, ce qui lui convient, une fois établis les objectifs de l'aide, remédier aux difficultés reconnues. L'analyse des situations présentées ici devrait permettre, pensons-nous, de vérifier le bien fondé de cette hypothèse que c'est à l'enfant de procéder à la reprise de ce qui est difficile pour lui, de manière extrêmement cadrée mais non dirigée, afin de permettre l'indispensable cheminement subjectif dont le maître spécialisé ne peut être que le témoin attentif et le guide qui se tient à côté ou juste un peu en retrait. On sait bien que l'on ne peut pas intervenir directement sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. On peut seulement le stimuler d'une manière orientée ou finalisée. D'où l'importance d'avoir un projet d'aide et de passer avec l'enfant et ceux qui sont responsables de lui une sorte de contrat d'aide. Un aspect non négligeable de notre réflexion portera par conséquent sur ce que signifie et implique intervenir, quand, comment, y compris en envisageant la possibilité de ne pas intervenir, ce qui suppose de rechef un cadre solide permettant à l'enfant d'avancer d'autant plus et mieux dans son travail intérieur que le maître spécialisé ne vient pas parasiter ses processus internes par des interventions intempestives. Donc, comment être extrêmement présent, attentif à écoute, bienveillant, repérant, contenant, cadrant et guidant sans pour autant imposer un contenu qui serait le bon contenu. Nous voudrions marquer ici ce qui, dans nos représentations courantes, fait obstacle à une compréhension juste de ce qu'apprendre et par conséquent ne pas réussir à apprendre veulent dire. Malgré l'exemple de Socrate avec l'esclave de Ménon, malgré la vieille mise en garde de Montaigne, malgré les enseignements des grands pédagogues depuis 2 siècles au moins,
nous continuons spontanément de concevoir le savoir en termes de contenu, comme des choses, et pas vraiment en termes d'activités opératoires internes des apostrophes. Un sujet, ce qui suppose bien entendu des activités externes corrélatives. Or la moindre de nos idées, la moindre de nos connaissances est une construction subjective dont les caractéristiques cognitives s'inscrivent dans un rapport vécu à un monde, et ce rapport vécu comme cette construction, ont toute une histoire et revêtent en outre un indispensable caractère signifiant pour la personne qui apprend. Il est donc littéralement impossible de transmettre, d'enseigner, à partir d'un supposé contenu préexistant qu'il faudrait faire ingurgiter à un ignorant, mais bien plutôt à partir d'un sujet sachant toujours déjà quelque chose, intelligent, pensant, aux prises avec les objets du monde et les interactions qu'il entretient avec autrui. Prenons donc le contenu pour ce qu'il est, à savoir de la pensée, celle qui va circuler entre celle d'un maître et celle de ses élèves. Ces derniers sont donc bien en classe pour étudier, faire travailler leur intelligence sur des objets de toutes sortes afin de les comprendre et de les connaître, non pour avaler des contenus, autrement dit, le programme, comme si c'était un liquide ou un solide plus ou moins mou. On ne peut désigner a posteriori un contenu comme tel que lorsqu'on le connaît, qu'on l'a maîtrisé, qu'on se l'est approprié, bref, qu'on l'a constitué comme contenu de savoir. Le sujet en a construit sa représentation et son concept personnel par un processus interne, cognitif et symbolique. Le contenu n'a pas été assimilé tel quel, il est devenu l'objet d'une autodésignation, d'une assignation par le sujet de ce que maintenant il en sait. Alors seulement on a l'impression ou la croyance que l'objet de savoir existe en soi, comme quelque chose de subsistant indépendamment de celui qui le pense, comme jeté devant lui, objectum. En attendant, on ne peut qu'aider un élève à tourner son esprit vers ce qui, des choses du monde, peut prendre sens pour lui en s'inscrivant dans son monde. La métaphore de l'inscription, du signe et du sens renvoie à l'importance de la médiation et circulation langagière, et à l'être humain comme être parlant pour être pensant. En fin de compte, c'est bien l'école, sa structure napoléonienne plus que républicaine, sachons-le, qu'il conviendrait de réformer, et non répétitivement, les programmes ou les contenus. Les instituteurs qui instituent les enfants savent très bien, sans que chaque ministre soucieux de s'immortaliser ne le leur redise de manière lassante, ce que les élèves ont à apprendre. Et quand l'élève est en grande difficulté, il nous faut nous persuader que l'attitude didactique traditionnelle, celle qui pense en termes de transmission de contenu préexistant, devient rédhibitoire. Elle ne peut qu'enfoncer l'enfant dans une épreuve insurmontable et l'installer dans une image négative de soi, désespérant. Cela dit, quand bien même notre école serait la meilleure du monde, il y aurait encore des élèves qui auraient besoin d'être aidés d'une manière spéciale, dans la mesure où une très grande indisponibilité subjective leur barrerait l'entrée dans les apprentissages et même dans la condition d'écolier, pour ne rien dire ici de la question du handicap qui ne fait pas l'objet du présent travail. Toute remédiation devra donc se pencher radicalement sur le rapport du sujet à ce qu'il en est d'apprendre, en aucune façon sur le contenu d'abord. Sans le projet d'apprendre, l'acte de se projeter entraînant du même coup un mouvement et une transformation intérieure du sujet, il ne saurait y avoir constitution d'un objet quelconque de savoir. Aussi la remédiation ne saurait-elle faire l'objet d'une programmation, même si bien entendu elle requiert un projet, une visée et partant un objectif. Comprenons bien qu'un objectif n'est pas un objet, mais la visée de ce qui s'avère être un objet subjectif, autrement dit la construction par un sujet de son nouveau rapport à ce qui se passe autour de lui. Or non seulement cette construction peut présenter des difficultés intrinsèquement cognitives, qui se travailleront au moment opportun, lorsque le sujet sera mûr, mais elle présente d'abord des difficultés affectives et symboliques, de l'ordre du sens, au sens où les choses ont un sens ou non pour lui en tant que sujet vivant, ce qui mobilise de rechef son rapport vécu au monde, c'est cela, son histoire personnelle en train de se faire, donc son être au monde, fait pour l'instant de malheur, d'incompréhension, humiliation, de ratage. Or tout cela s'est construit, une sorte d'anticonstruction. La déconstruction ne devant pas se résumer à la destruction de ce qui serait négatif, comme en détruire du manque, mais au contraire à la reconstruction en douceur, de manière non violente, d'un rapport positif à des situations gratifiantes et qui plus est sensées. Ce qui avait été un ratage n'apparaît plus alors après coup, que comme un souvenir. Il va sans dire que la réussite d'une aide, en référence aux critères admis, n'est pas assurée.
On en verra plus loin un exemple. D'une part, le maître spécialisé n'est pas tout-puissant. Il peut également ne pas savoir construire avec un enfant la suffisamment bonne relation qui permettrait à ce dernier de se risquer à bouger. Mais d'autre part, la problématique d'un enfant peut être d'une nature telle que des ressorts trop puissants, relevant généralement de l'histoire personnelle la plus enfouie et la plus lourde, vont le maintenir dans l'empêchement et l'indisponibilité à apprendre et à se socialiser, et se cultiver dans le cadre de l'école. Pour certains enfants, réussir est interdit car cela représenterait un trop grand danger, certes imaginaire mais non moins effectif et efficient. Cela entraînerait pour eux une trop grande déstabilisation de leur structure d'existence, relationnelle. Si le risque est trop grand, l'enfant ne lâchera pas sa position de non-élève, ce qui est bien sûr pour lui une victoire à la Pyrrhus, ce qu'on appelle la spirale de l'échec, car celui qui tient à son échec, qui bien plutôt est tenu par son échec, se met lui-même en échec, mais c'est qu'il n'a pour l'instant pas d'autre solution pour s'en sortir que de ne pas en sortir. C'est le cas de toutes les situations d'enfermement dans des destins familiaux qui pèsent de tout leur poids sur les enfants. Si l'approche sociologique de la grande difficulté n'a pas été privilégiée, ce n'est pas qu'elle soit, pas plus que l'approche cognitiviste, considérée comme négligeable ni méprisable. On en suppose toujours des éléments en arrière-plan, mais parce qu'en tout état de cause c'est l'enfant élève sujet de son propre vécu qui nous importera. Les conditions et déterminations sociales et culturelles de son existence entrent bien entendu en ligne de compte, mais finalement, du côté du sujet, c'est une fois de plus son rapport subjectif, vécu et prouvé, à ces conditions et déterminations, et non pas directement ces dernières qui vont compter. À cet égard, il convient d'affirmer clairement qu'il n'y a jamais de causalité directe et mécanique entre les facteurs de difficulté et les difficultés elles-mêmes. C'est la manière dont le sujet vit personnellement ses propres conditionnements et déterminations qui est déterminante, non les supposées déterminations elles-mêmes. C'est pourquoi les politiques du genre éducation prioritaire restent inopérantes tant qu'elles ne vont pas à la rencontre des sujets et ne s'adressent pas à des personnes. On ne s'intéressera donc pas ici à des publics en difficulté en général, mais à des personnes en difficulté, toujours au singulier, à partir de quoi un certain degré de généralisation sera toujours possible, bien entendu, et c'est ce qui nous donnera une certaine intelligence de ce type de réalité. C'est là une raison essentielle qui nous conduit à penser que seule une relation d'aide comportant une dimension intersubjective forte entre l'aidant et l'aidé, donc impliquante pour les deux, peut espérer être efficiente. Elle ne peut par conséquent être mise en œuvre qu'individuellement, à chaque fois que la problématique du sujet le requiert, ou dans des groupes très restreints, permettant des relations de sujet à sujet suffisamment prégnantes, sinon l'on passe rapidement dans le registre du collectif, avec les impératifs sociaux et les distances que cela comporte. Ou bien donc les enfants sont d'emblée socialisés de façon suffisamment satisfaisante, et le groupe ne les mettra pas en difficulté, celui-ci doit en effet pouvoir revêtir un caractère stimulant. C'est à cette condition qu'il peut constituer une bonne médiation pour faire avancer chacun, ou bien au contraire le groupe va faire obstacle au travail de chacun et primordialement à sa disponibilité et à sa sécurité personnelle. Aborder cette question, c'est revenir plus généralement à celle du cadre de l'aide, dont nous avons déjà souligné l'importance et qui méritera plus d'un développement, sachant que le cadre détermine l'ensemble des conditions de mise en œuvre, et il faut qu'il soit d'autant plus solide qu'il n'aura pas d'autre contenu que l'activité même de l'enfant. En aide individuelle comme en groupe, le cadre doit primordialement garantir la sécurité psychique et corporelle de l'enfant, tout en lui permettant de se risquer à remettre du jeu entre lui et ses difficultés, en les jouant, en les représentant, en les évitant, en un mot en devenant sujet de son rapport à des difficultés qui jusqu'ici étaient de l'ordre du cauchemar, ou de l'irreprésentable ou de l'irreprésenté, car l'élève qui ne voit même pas précisément où est le problème, soit ne pourra pas être aidé, soit va se mettre à y voir clair là où ne régnait qu'un sentiment confus de malaise et d'incompréhension. Le cadre, pour être contenant et sécurisant, et pour permettre le travail proprement dit, doit comporter des règles et des contraintes, donc des interdits structurants. Vaste question. Soit l'enfant ne peut supporter le cadre et relève peut-être d'un autre type d'aide, thérapeutique, soit il va pouvoir l'accepter, mais cela ne veut pas dire qu'il ne l'éprouvera pas, au sens de mettre à l'épreuve, ne fera pas de tentative de subversion.
Autant dire qu'une dimension essentielle de l'aide spécialisée permet à l'enfant de jouer son rapport à la loi, en comprenant bien qu'être symboliquement plus ou moins hors la loi, c'est être à certains égards hors du symbolique même, lequel s'exprime aussi et en particulier par toutes les règles exigées par la pensée et la construction du savoir. Règles de la pensée logique, règles du langage, règles de l'écrire droite appelée orthographe. Dans le rapport à la loi se joue aussi quelque chose de la disponibilité à apprendre. On peut penser de prime abord que le rapport à la loi symbolique, fondatrice du point de vue anthropologique, n'a que peu à voir avec les règles de l'activité cognitive. Cependant, du côté du sujet, un tel compartimentage n'existe pas. L'accès au langage, puis particulièrement à l'écriture, requiert un sujet suffisamment séparé, individué, ce qui implique un processus de construction identitaire, la construction du soi, lequel exige à la fois l'entrée dans les règles du langage et dans les règles structurant l'identité humaine, celle primordiale de la parenté. Dès que ce double registre du contenu vécu et des codes s'avère conflictuel pour le sujet, celui-ci va déployer des refus, des noms à ce qui surgit comme un signifiant inacceptable. Cela ne dénote a priori aucune incapacité cognitive, bien qu'un bilan psychométrique puisse en tirer trop hâtivement une telle conclusion, mais bien un empêchement symbolique. On devra donc permettre à l'enfant, en aide spécialisée, de se risquer à renouveler en le rejouant son rapport à la loi, de désamorcer en les signifiant, en les symbolisant, ces mécanismes de résistance, en mettant à distance le caractère de construction imaginaire. La limite de l'aide intervient lorsque l'on n'a plus affaire à une construction imaginaire susceptible d'élaboration, de symbolisation, mais bien à quelque chose de réel, de réellement dangereux, non symbolisable dans les limites d'un travail à l'école. Au contraire, dans les cas plus ordinaires, le travail doit permettre un remaniement simultanément 1, imaginaire et 2, symbolique dans lequel la dimension 3, cognitive va pouvoir trouver sa place, à condition vraiment que l'on ne reste pas sourd aux deux premières et que l'on entende le sujet en ne le réduisant pas à n'être qu'un sujet apprenant. Aider à mieux entendre le sujet en question, telle est l'ambition de ce livre, et c'est pourquoi nous avons voulu qu'il soit le livre du jeu, de quelque chose comme le rejeu, la reprise, de ce qui s'est mal joué pour lui dans sa construction de sujet et qui se manifeste à l'école, et redisons-le. Les difficultés cognitives, celles que privilégie la dominante pédagogique, en font partie intégrante, loin de pouvoir être totalement isolées et traitées pour elles-mêmes. Le cadre dans lequel elles doivent être entendues et travaillées ne doit pas moins qu'un autre permettre l'écoute du sujet, de ce jeu qui pour l'instant est perdu dans la forêt obscure, la selva oscura de son propre esprit. Le livre est constitué de 4 chapitres correspondant à 4 cas d'élèves, ou une fois, de 2 élèves en aide à dominante pédagogie. Ces situations sont présentées sous forme de récits, d'histoires qui, une fois rédigées par leurs auteurs, ont fait l'objet de nombreuses relectures et d'échanges aboutissant à mes propres commentaires qui apparaissent dans des encadrés, et à des rapprochements qui pourront être pratiqués à la guise du lecteur, en particulier à l'aide de renvois, ainsi que de l'index notionnel figurant à la fin de l'ouvrage. Je ne voudrais pas terminer cette introduction sans remercier Jackie Poulain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.